Besoin de rien, envie de toi. Ah la belle affaire. Envie de quoi? Pourquoi faire? En réponse à quel besoin? Tâchons de raison garder, mes amis, et reprenons les choses dans l'ordre avant de céder à une telle supplique, certes fort alléchante et jubilatoire pour l'ego lorsqu'elle vient agresser nos chastes oreilles. Partons du principe que toi plus moi égale nous égale couple putatif. Pour qu'il y ait couple, encore faut-il qu'il y ait rencontre, que ça accroche. Et quand ça accroche, encore faut-il que ça tienne. Et pour que ça tienne, il faut des liens solides. Et des liens solides, sécurisants, qui nous assurent, pour filer la métaphore alpinistique, et si ça se dit pas, tant pis, je crée le concept, ce sont des liens solidement ancrés à chaque extrémité pour une attache pérenne. Cela implique que les points d'ancrage soient eux aussi solides et validés comme pouvant supporter la charge aux deux extrémités. Mon propos est ici non seulement d'évoquer nos besoins fondamentaux, fondement de notre structure de personnalité, fondement de nos élans motivationnels, mais aussi nos limites. Voilà un sujet dont la maîtrise semble inéluctable dès lors que l'enjeu est de notre capacité à nous connaître suffisamment pour pouvoir nous lancer dans ce fabuleux attelage qu'est le couple. Mais comment interagissons-nous avec nos besoins dans notre écosystème humain? Notre perception des situations qui se présentent à nous, filtrée par nos croyances, influence l'évaluation de la satisfaction de nos besoins, ce qui génère nos émotions et guide nos réactions et comportements, lesquels vont nourrir nos besoins, ou à défaut les manques associés, et renforcer à leur tour nos croyances. Voilà à quoi nous passons notre vie. Voilà comment se forge notre personnalité et la tonalité énergétique qui émane de chacun d'entre nous. Nos besoins fondamentaux, physiques, émotionnels, relationnels ou spirituels, sont universels, inhérents à la nature humaine, influencés ou amplifiés par l'expérience personnelle, blessures et traumas. Nos émotions sont des messagers qui signalent si nos besoins sont satisfaits ou non. Nos émotions agréables signifient que nos besoins sont comblés, nos émotions désagréables signifient que nos besoins sont insatisfaits. Les croyances s'installent via nos expériences, nos émotions, interprétations et répétitions. Elles filtrent nos perceptions, façonnent notre interprétation. Elles créent nos conditionnements mentaux, nos réflexes. Les compensations, quant à elles, répondent à la nécessité d'apaisement émotionnel en cas d'impossibilité de satisfaire des désirs qui répondent aux besoins. C'est l'entretien du manque. Elles deviennent des habitudes de vie, parfois addictives. Mieux tu connais le processus, plus tu en explores les manifestations chez toi, plus tu es en capacité d'expliquer à l'autre ce dont tu as besoin pour être, sinon complet, en tout cas toi-même. Mieux tu peux expliquer là où ça pêche, là où tu peux aller, là où tu ne peux pas aller, en conscience, en toute connaissance de cause pour t'être confronté à la problématique. Beaucoup de gens s'imaginent connaître leurs besoins et se jettent de bonne grâce dans des histoires dont ils ressortent, hélas, souvent pas indemnes. D'un point de vue égotique, car du point de vue de l'âme, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, rappelons-le. Aussi, nos expériences désagréables peuvent-elles toujours se révéler être de belles leçons, pour qui a la prise de conscience suffisante pour noter que la situation correspondait bien à ce qu'il appelait de ses voeux, mais que ce n'était manifestement pas ce dont il avait besoin, faute d'avoir suffisamment exploré la question, laquelle est toujours épineuse, car il est important de souligner que nos besoins ne sont pas toujours explicitement conscients. Les besoins fondamentaux incluent des éléments comme la sécurité, la connexion avec les autres, le respect de soi, l'amour et la satisfaction physique, l'alimentation, le sommeil, etc. Ces besoins sont naturels, universels, ils font partie de notre expérience humaine. Ils sont non négociables, dans le sens où lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, nous ressentons un malaise intérieur, qu'il soit physique, comme la faim, la fatigue, ou émotionnel, comme la solitude, l'angoisse. Leur corollaire, le manque, est lui souvent lié à la souffrance. Mais c'est une perception subjective qui surgit lorsqu'un besoin n'est pas satisfait.
Par exemple, une personne qui ne reçoit pas d'attention de la part de son partenaire pourrait ressentir un manque d'amour, même si ce besoin d'amour n'est pas nécessairement en danger, mais plutôt perçu comme insuffisant ou insuffisamment exprimé selon son interprétation personnelle de la réalité, de ses attentes et de ses croyances. Le manque est un espace émotionnel où la personne perçoit un vide à combler. La réponse est souvent d'ordre compensatoire, ce qui nourrit le manque, mais hélas, pas le besoin sous-jacent. Tout est donc question de référentiel d'interprétation et donc forcément personnel. Donner des clés de décryptage de son référentiel à un partenaire est donc fort utile. Savoir expliquer d'où je parle lorsque j'exprime une revendication. Quid de nos limites? Les limites sont les frontières internes et externes qui définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour nous. Elles nous aident à nous préserver, à protéger nos besoins et à respecter notre intégrité personnelle. Chaque individu a des limites physiques, émotionnelles et psychologiques qui lui sont propres. Ces limites définissent ce qu'une personne peut offrir à une autre sans se perdre elle-même. Par exemple, l'une des limites d'une personne peut être de ne pas pouvoir supporter des critiques fréquentes, car cela touche son besoin de respect. Une autre personne peut avoir une limite dans le domaine de l'intimité physique, ressentant un besoin d'espace personnel ou d'une manière spécifique d'être touché. Comment imaginer faire fructifier une relation si on ne maîtrise pas ses codes de fonctionnement si structurants que sont besoins et limites, et de surcroît si on ne les partage pas avec notre partenaire de vie, si on n'apprend pas nos langages respectifs du corps, du cœur et de l'esprit? Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, pour paraphraser un célèbre duo comique des années 80. Et on en rencontre forcément toujours des problèmes, suffisamment comme ça. Alors si explorer nos besoins, manques et limites peut nous aider à nous donner les moyens de vivre une relation saine, équilibrée, épanouissante, ça se tente. Au-delà du bénéfice personnel de mieux comprendre son propre fonctionnement, c'est aussi le moyen de mieux accueillir l'autre dans toute sa complexité. Car nous sommes complexes et en couple, nous formons un système complexe. Donc mettre un maximum de chance de son côté pour faire fonctionner un couple lorsqu'il y a de l'amour, c'est, me semble-t-il, pas déconnant. Si? Rappelez-vous, on n'évolue que grâce aux autres. Et je l'ai déjà dit, le couple reste un formidable terreau d'évolution et c'est un espace d'exploration mutuelle privilégié. Alors oui, c'est du boulot. Penser que l'amour se suffit à lui-même est illusoire. L'effort est indispensable. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Certes, les nouveaux comportements amoureux et sexuels ne plaident pas forcément en ma faveur, hein. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui favorisent le next, le swipe, le ghosting, dès lors que ça coince. Et encore des fois, ça coincouille vraiment léger. Mais pour ceux qui croient encore à la valeur couple de type traditionnel, ne me dites surtout pas ringard, accueillir l'autre a du sens. Cela suppose de comprendre que chaque partenaire vient avec ses propres besoins, ses propres manques, ses propres limites. Cela nécessite un travail d'écoute, d'empathie, de communication. Une relation épanouie n'est pas une relation dans laquelle l'un des partenaires tente de combler tous les manques de l'autre, dans laquelle il ou elle s'oublie, mais plutôt une relation où chacun est capable de nourrir ses propres besoins, tout en respectant et en soutenant ceux de l'autre. Cela nécessite d'être honnête avec soi-même et avec l'autre, en reconnaissant que nous avons tous des attentes et des souffrances, mais aussi des forces et des richesses à partager. Respecter ses propres limites permet de maintenir un équilibre intérieur, de ne pas se perdre dans la relation et de pouvoir offrir ce que nous avons réellement à donner, sans ressentir de frustration ou de sacrifice intérieur. Cela suppose aussi de savoir naviguer avec le compromis et non avec la concession. Cela implique évidemment une acceptation. Accepter que l'autre puisse avoir des limites que nous ne comprenons pas toujours et où nous ne partageons pas, mais les respecter afin de favoriser une relation de soutien mutuel et non d'attente irréaliste. Explorer les besoins et les manques avec l'autre permet de déceler ce qui est vraiment important pour chaque partenaire et d'éviter de créer des faux semblants. Le mensonge, parfois à l'insu de notre plein gré, qu'il soit sur nos besoins ou nos limites, crée un fossé entre les partenaires et nourrit la frustration, car la relation se base sur une illusion, pas sur une réalité partagée. Ne pas se mentir, c'est avoir le courage d'exposer ce que nous sommes capables d'offrir tout en respectant l'autre dans ses propres choix et possibilités sans chercher à satisfaire des besoins à tout prix par peur de décevoir. Cela permet de bâtir une relation plus authentique, plus solide et plus harmonieuse.
de créer un espace de sain, de compréhension et de réciprocité où chacun peut être libre de grandir et d'évoluer sans se perdre. Un espace où le couple peut alors réellement s'épanouir. Encore faut-il vraiment en avoir envie et s'être peut-être posé la question: pourquoi je veux être en couple?